What's up, bande d'enfoirés. C'est Doc Mike, Free Talk avec mes enfoirés du CSA. Je suis avec mon gars. Tedo, amateur de gros sons, tu connais. Careb, fan de la culture en général. Bilal, hein, du CSA, comme d'habitude. Ok. Bon, aujourd'hui, on a un petit sujet pour la première vidéo. C'est quelle est l'influence du rap sur la jeunesse? Donc la première question que je vais vous poser à vous, on va parler de votre jeunesse à vous. Et après, on va parler de la jeunesse actuelle. Ok. Donc vous, quand vous avez commencé à écouter du Peura, est-ce que vous avez eu, je sais pas, par exemple, des grands frères qui vous disaient quoi écouter ou qui vous ont montré, qui vous ont dirigé un peu dans le truc? Moi, perso, mon grand frère, c'est lui qui a ramené les sons, les premiers CD, c'est lui qui les a ramenés à la maison, tu vois. Mais en termes de rap, qui nous guidait à peu près, on va dire, sur ce qu'il faut écouter ou pas, c'était dehors, tu vois. Comme je l'ai dit T'as plus été influencé par le dehors. Bah, en fait, c'est par les grands de la cité, en fait, si tu veux. Ça veut dire que eux, limite, ils choisissaient ce qu'on écoutait. Ça veut dire qu'on pouvait avoir des CD dans nos voitures, comme je l'avais dit précédemment, tu vois. Et on a eu déjà acheté des CD et les CD se retrouvaient cassés en deux. Parce que selon eux, c'était quoi? C'était pas du bon son, Parce que c'était pas du bon son. C'était pas du bon son et c'était du rap vulgaire, entre parenthèses, si tu veux, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça allait pas dans le sens dont eux, ils allaient. Tu vois ce que je veux dire? Ça allait pas dans la vision qu'ils avaient, en fait, ouais, du son qu'on doit écouter. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, tu sais, moi, j'ai grandi aussi dans un quartier aussi où c'était beaucoup de... Moi, au début, avant le rap, j'écoutais beaucoup de funk, voire même que de la funk, tu vois. T'as grandi dans un quartier rebeu? C'était les deux. C'était les deux. Je dis ça parce qu'en fait, à Vitry, ils sont beaucoup dans la funk et c'est beaucoup des rebeux. Ouais, mais de toute façon, c'est les prémices, hein, de toute façon. Ouais. Tu vois. Et moi, j'ai beaucoup écouté de funk, tu vois. Et même quand on s'est mis au Peura et tout, tu vois. Frérot, je vais pas te mentir, hein, il y a plein de CD, ils ont fini par la fenêtre. Hein. Même des fois, on allait au Port Austriche, ils nous emmenaient. Exemple. Exemple quoi? Ah, je vais pas te mentir, la Funky Family, il a fini par la fenêtre une fois. Hein. Mais non, mais attends. Je vais pas te mentir. Ils avaient un problème ou c'est comment? Non, ils étaient durs avec ça, tu vois. Mais avec le. Ouais. Quand même. C'est comme si tu me dis, tu jettes le combat continu, c'est dans la même lignée, frère. Oui, je sais. Moi, je suis d'accord avec toi. Là, mais après, attention. Maintenant, moi, en 98, j'étais déjà un peu plus grand, tu vois. Mais le combat continue. Je sais que s'il y aurait eu une poignée de dollars, là. Ouais. Il aurait tourné dans la voiture. T'as 16-17 ans, toi, en 98. C'est pour ça que je t'ai dit que là, j'étais un peu plus grand. Ouais. Ça veut dire que les grands, ils étaient passés à un autre cap et nous aussi, tu vois. Ça veut dire que moi, c'est pour ça que je te dis que cet album-là, il aurait été à cette période-là. Je pense qu'aussi, il aurait fini par la fenêtre, tu vois. Grand classique pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, quand je te parle des grands, c'est vraiment nos grands. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire plus grand que ton grand frère même. Avec qui te faisait écouter des sons. Bah c'est eux qui nous emmenaient en sortie, frère. Ils nous emmenaient aux sorties, ils nous emmenaient au cinéma et tout. Et ils ont fait partie aussi de notre éducation, tu vois. Ok. Et toi, Prosper? Moi, franchement, c'est plus les darons en général. J'avais mon oncle et mon père. Ils écoutaient énormément de musique, vinyle, tout. Donc, je parle de tout ce qui est autant... alors, à l'époque, tout ce qui était soul, l'époque des James Brown, tout ça. Beaucoup de musique aussi africaine, en général. Et moi, je suis un grand fan de prod, des instrus. Ce qui t'envoie, ce qui me parle, je me laisse toucher par ça. Et indirectement, avec le temps, tu sais, quand tu écoutes le hip-hop, c'est beaucoup de samples. Et du coup, ça fait beaucoup de rappels à les sons que tu as écoutés quand tu étais petit. Effectivement. Donc, naturellement, si tu veux, j'ai été touché par la musique émotionnellement. Il n'y avait pas de style à part entière. Moi, c'est où je kiffais, où je kiffais pas. Il t'est jamais arrivé en fait d'écouter par exemple du Peura, spécialement du Peura, et que je sais pas moi, ton père il vient te dire ouais mais t'écoutes quoi comme ça, ou tes grands frères non. C'est moi le plus grand de chez moi déjà. Bon, en gros. Ça règle le truc. Et généralement au niveau de la musique, je me laissais influencer moi, je me laissais pas influencer par l'extérieur. Si je kiffais, je kiffais. Okay. Je pouvais même écouter pour aller plus loin, je pouvais écouter de la dance ou du truc de genre là. Puis je kiffais, c'était dans ma vibe et tout. Et moi, ce que j'aime particulièrement par rapport au hip-hop, c'est que c'est arrivé en plat où tu commences à te construire, tu commences à sortir justement à l'extérieur, où tu commences à être influencé. Et c'est le lifestyle autour de tout ça. Les voitures, les sapes, la dégaine, comment ils étaient habillés. Alors, l'époque des clips vidéo, nous, on a connu l'époque où les gens, ils enregistraient les clips sur MTV et les cassettes étaient tournées partout.
Tu vois, tu gardais, tu coffrais le truc, tu dis ouais, c'est l'autre qui l'a et tout, mais il est pas là, et tu gardais. En fait, il y a beaucoup de cassettes qui ont disparu comme ça. Énormément. Et après, au même moment, on a commencé à aller sur Paris. On prenait un train. Je suis de Normandie, moi. Clairement. On descendait avec nos grands. On allait où? Châtelet, Clignancourt. Et tu retrouves justement les références que tu retrouves dans les clips. Et grand fan de musique, j'ai acheté des petites mixtapes là, qui sortaient de partout. Là. Les Jerry Wing à l'époque, tout ça, etc. Ouais, les premières Cut Killers, tout ça. Les Cut Killers, tout ça en cassette. Et j'en ramassais au moins une dizaine et que j'écoutais ça tout le temps. Et je cherchais toujours de la rareté. J'écoutais les phases B. Ceux qui avaient des vinyles, ils ont enregistré ça sur cassette et tout. Et tu découvres des versions, des sous-versions que tout le monde écoutait. Et souvent, ce que tu écoutais au les niveau bootlegs et tout, Voilà. Et tout ce que les gens ils écoutaient généralement au niveau commercial, qui a fait grandir le truc. Ouais. Tu dis waouh, t'entends des versions plus rares. Elles étaient plus soul, plus profond, plus rock. Plus deep, plus profond. Et après, il y a eu les M6 Groove. Il y avait... C'était l'époque des spécial Best of Wu-Tang, et ainsi de suite. Et ça y est, je me suis laissé embarquer par ça, directement. Et toi, Edo? Ouais, donc moi, en fait, on va dire autodidacte. J'ai appris tout seul. Et en fait, aussi avec les grands du quartier. Moi, je viens de Mantes-la-Jolie. Et là-bas, on avait déjà les grands qui étaient là. Il y avait une bande, un possi qu'on appelait. C'était STK. C'était des graffeurs, c'était des grands du quartier. Ouais, je connais le nom. Tu connais le nom, STK? Et donc, je suis rentré dedans comme ça. On faisait des tags, je me rappelle. On avait tous un blaze. On devait avoir quoi, 12 ans. On avait tous des blazes pour faire les graphes. On savait même pas graffer. Pour signer. Ouais, pour signer. On essayait d'imiter. On imitait, je me rappelle, il y avait un pote, c'était Rost, moi c'était Kids. Tu vois, on faisait des gros trucs, des gros pavés. On se disait, ça y est, on était quelqu'un, on est arrivé. Et après, comme je te disais, c'était quand même une grande ville, Mantes-la-Jolie. Donc ça fait qu'il y avait les fêtes du quartier. Et quand il y avait des fêtes du quartier ou des fêtes de la musique, il y avait toujours les grands, les anciens qui étaient là, qui donnaient des concerts. Il y avait un mec qui a créé le mouvement Tijani. Et voilà, tu vois, nous, on regardait, on était petits, on se disait, ouais, c'est ça qu'on veut faire plus tard. Est-ce que pour vous, pour certains en tout cas, est-ce que ça vous a, en tout cas le rap, toujours sur le rap, pas la musique globalement, ça vous a influencé d'une quelconque façon, positivement, négativement, ou même dans votre manière, est-ce que ça vous a aidé à vous construire? Pour certains. Oui. Après, moi, tu sais, tout à l'heure, quand je te disais par rapport à mon éducation, j'ai une anecdote aussi, tu vois, où, vous savez tous que moi, le premier album qui est rentré chez moi, c'est Les 2 balles de Nègre, 3 fois plus efficace. Et je ne l'ai pas vu arriver. J'étais chez moi, et je descendais quand j'ai déménagé en Normandie, parce que moi, je suis un expatrié normand. Il y a beaucoup de Normands, hein. Les 2 Normands, un mec du 7-8, c'est presque à côté. Moi, je suis un mec du 93 qui a immigré en Normandie, à Vernon. C'est là-bas où j'ai connu le frérot. Dédicace aux mecs de Normandie, là, qui sont de le CSA. Bref, donc je descendais les escaliers de chez moi et je sentais la vie est comme un labyrinthe négro. Tu vois, où les petits poissons se font manger par les gros. Ouais. Et j'étais là, je chantais, j'étais à fond. Et pour moi, j'étais tout seul chez moi. À un moment donné, je reçois une tarte, frérot. Je reçois une tarte, frérot. Là, ici, là. Non, dans le visage, frérot. Quand je me suis retourné, et j'ai pas compris. Et ma mère a commencé à me dire, mais c'est quoi ça? Tu chantes négro, 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 comme ça. C'est quoi ça, négro? Tu sais c'est quoi un négro? T'as compris ou pas? Et toi, ça va te parler parce que toujours tu dis ça. Je veux te dire. Tu vois? Et moi, j'étais là. Tu sais, j'ai pas compris, tu vois. Ouais. Mais c'est après, je me dis, en vérité, t'as vu les parents, ils viennent de